un maximum de recettes en face des dépenses. Et c'est ça qui est important aussi. Moi, ce que je tiens à dire, c'est que c'est un travail de fond qui a été mené. Et je sais qu'il y a quelques petites phrases qui peuvent vous gêner à l'intérieur en tant qu'opposant municipal. Vous passez votre temps à me dire que j'en fais trop pour les touristes. Et on voit qu'en page 10, la première phrase, c'est « La CAP place le tourisme au cœur du développement local ». Oui, il faut assumer de vouloir avoir des touristes à Bergerac. Mais quand on fait des équipements structurants, on le fait certes pour les touristes pendant les vacances, pendant les périodes de vacances scolaires, mais on le fait aussi pour tous les habitants tout au long de l'année. Et c'est ça qui est important aussi. Je pense que quand l'agglomération a décidé de faire la légumerie, ça a été une volonté pour les habitants et pas pour les touristes. Donc il y a plein d'actions comme ça qui sont mises en œuvre. Donc vous dire, je suis ravi de ce plan d'action, de ce projet de territoire de l'agglomération, et que j'invite quand même les élus de Bergerac, la majorité, je n'ai aucun doute sur leur clairvoyance, mais j'appelle les élus de l'opposition de Bergerac à faire preuve aussi de clairvoyance et de se dire qu'il y a une vraie opportunité politique, une vraie opportunité publique à faire en sorte que ce projet de territoire soit mis en œuvre. Donc évidemment, nous voterons pour, avec l'ensemble du groupe, aux côtés du président de l'agglomération, mon cher Frédéric. Merci. Cédric, tu as la parole et Thierry pour continuer. Oui, moi, en fait, il y a quelque chose qui me gêne, c'est qu'on s'oppose. Ça fait 2 ans qu'on parle du projet de territoire. 2 ans. Hein. C'est un cabinet, CGI a travaillé dessus. Ça n'a pas été fait, on va dire en vitesse. Effectivement, peut-être qu'il serait peut-être dû présenter en milieu de mandat, mais je pense que c'est très très bien de l'avoir maintenant parce que ça va nous donner la direction à prendre pour les futures élections. Alors, il y a un deuxième sujet qui m'embête vraiment, c'est que moi, je ne voudrais pas que ça soit le débat des élections bergeracoises, justement, comme le dit le maire de Bergerac, il faut qu'en fait la campagne se fasse en dehors du conseil communautaire. Donc c'est un petit rappel et je serais très gêné que ça soit à chaque conseil communautaire qu'on ait un rappel à faire jusqu'au mois de mars. Ça va être trop long sinon. Hein. Donc c'est tout. Et moi, franchement, c'était quelque chose qui, pour moi en tout cas, qui me tenait à cœur. J'ai été présent, bien sûr, à l'UNAS et à la restitution, et je suis très fier de pouvoir voter ce projet de territoire. Donc voilà. Donc franchement, je suis étonné parce que ça fait 2 ans que nous en parlons, et là aujourd'hui, ça tombe comme ça. Bon, écoutez, excusez-moi. Alors peut-être qu'il y avait peut-être des absents, mais il faudrait peut-être être présent un peu plus. C'est tout. Merci. Oui, Thierry. Oui, merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Moi, j'ai une pensée pour celles et ceux qui ont fait ce travail et ceux qui ont participé. Qu'allons-nous dire à ces 100 participants, élus, acteurs économiques, associatifs, partenaires institutionnels, qui ont travaillé pour donner une feuille de route. Alors, bon, certes, il y a les élections, mais je ne me rase pas le matin, pas tous les jours d'ailleurs. En pensant à l'élection du mois de mars, moi je pense à ce qu'on va présenter à nos administrés au niveau de l'ensemble du territoire, dans nos communes propres, mais aussi à l'ensemble de notre territoire. Je trouve que c'est un très beau projet. D'ailleurs, dans ce projet, il y a tout. Hein. Il y a le cadre de vie, il y a la solidarité, le dynamisme économique, il y a la résilience écologique, l'attractivité touristique. On a touché tous les secteurs. Et lors de la dernière réunion, j'avais demandé, et ça a été acté, dans le monde économique, eh bien, d'inscrire quelque chose qui peut toucher, et qui me touche moi personnellement, c'est la relance du fret ferroviaire, par exemple, pour nos entreprises qui sont demandeurs. Donc, c'est une chose qu'on travaille en ce moment sur ce dossier qui est important pour le territoire. Imaginez si demain, on arrive à refaire circuler du fret ferroviaire dans notre Bergeracois, on serait les seuls à peu près en Dordogne. Donc, il faut y travailler. On a tellement la tête dans le guidon aujourd'hui qu'on n'a pas beaucoup de temps à perdre. Je pense que ce mandat, on a perdu énormément de temps avec la problématique du Covid, où on a perdu 2 ans. C'est un mandat de 4 ans. Et là, on va sur un mandat éventuellement de 7 ans, on nous dit. Bon. Donc, je pense qu'on n'a pas de temps à perdre et il faut partir sur très vite. Mais je sais que ce projet, Monsieur le Président, il est évolutif. L'équipe qui sera en place en avril, au niveau communautaire, je parle, eh bien, on pourra modifier, arranger, amener des améliorations. Mais je pense qu'il ne faut pas perdre de temps. Déjà, l'année 2026, déjà,
elle va être amputée de 6 mois, avec les élections, la mise en place du conseil communautaire, des commissions, des syndicats, les votes des budgets dans nos communes, le vote du budget à la CAB, et on arrivera au 1er juillet. Juillet-août, c'est les vacances. Septembre arrivera, on lancera les projets, on ne fera rien de l'année 2026. Déjà, on perd une année. Bien. Moi, ce qui me concerne sur la mobilité douce et les mobilités en général, je trouve que dans ce projet, c'est un projet qui est quand même porteur pour notre mobilité, notamment la mobilité douce. On travaille depuis quelques jours, là, j'ai reçu Éco-Vélo pour parler des stations de vélo. Oui, mais ça ne se fait pas en claquant des doigts, hein. Catherine vous voit sourire. Bon. Mais c'est un travail de longue haleine, vous avez vu, rien que pour mettre des attaches vélo, c'est compliqué. Et je remercie le travail fourni par Jean-Claude et les services de la CAB ainsi que les services de la mairie pour qu'on puisse essayer déjà de se rencontrer et de travailler ensemble autour d'une table. Et bien déjà ça, on a mis 5 ans pour le faire. Voyez ? Rien que de se mettre autour d'une table pour parler. Donc je pense que, en ce qui me concerne sur la mobilité, sur les transports, enfin sur la mobilité en général, c'est un très beau projet pour le territoire. Et je rappelle que 80%, ça tendrait même plus vers 90%, de nos investissements vont à la ville de Bergerac. Il ne faut pas l'oublier. C'est une ville centrale, c'est une ville importante, c'est notre ville, c'est là où je suis né, c'est important. Il ne faut pas oublier que les investissements vont quand même à la ville de Bergerac. Alors, je ne sais pas si dans ma commune, je disais, voilà, il y a un nombre important de projets avec au bout des financements et que mes conseillers me disent, oh ben non, on ne va pas le faire, on va attendre. Non, moi, mes chers collègues, je pense que le temps, il est compté pour nous tous et je pense qu'il est aujourd'hui, ça serait grave, et on perdrait du temps encore plus si on ne le votait pas et je pense à ceux qui ont travaillé sur ce projet, sur ce document que vous avez tous sur la table. Moi, je l'ai encore relu hier et je trouve que c'est un beau travail et je voudrais déjà remercier tout le travail qui a été fait. Ça serait un non-respect pour celles et ceux qui ont fait ce dossier. Je vous remercie. Merci Thierry. Oui. Alors, on continue le tour de table. Tu vois, Anthony Castin a demandé la parole. Monsieur Lionel Filet. Oui. Lionel Lacombe, pardon. Oui, en fait, moi je suis surpris et un peu attristé que le sujet fasse débat, puisqu'en fait, ce projet de territoire, on l'a travaillé tous ensemble. Et voilà, tous ici présents ont été à l'UNAS. Il y avait des acteurs socio-économiques. Et justement, je trouvais que pour une première fois, c'était quand même une grosse ouverture vers nos administrés en invitant leurs représentants dans différentes associations, structures, entreprises. Et pour moi, il n'y a pas lieu d'avoir de débat sur le projet de territoire qui porte bien son nom. C'est un projet. Pour l'instant, ce soir, on ne va pas voter des investissements. On se donne une feuille de route, des perspectives. En plus, et vous l'avez dit, hein, sur le fond, il n'est pas vraiment à remettre en cause pour l'instant, mis à part peut-être quelques sujets d'achoppement, mais ça, on aura le temps, au fur et à mesure des années qui vont passer, d'en discuter et de décider. Je pense qu'il y aura des projets qui seront retenus, d'autres pas, peut-être de nouveaux viendront. Mais moi, je trouve dommage qu'il n'y ait pas un consensus ce soir sur le vote d'une feuille de route. En plus, c'est vraiment un projet de territoire, je pense que vous l'avez noté comme moi, qui est vraiment à destination de la jeunesse. Je trouve ça très très bien de donner des perspectives d'avenir et d'espoir pour tous les jeunes de notre territoire de rester aussi dans le Bergeracois en disant, ben voilà, ils vont se dire qu'il y a quand même peut-être un avenir à construire pour eux sur le Bergeracois. Je pense que ça serait bien qu'on puisse faire un consensus là-dessus, puisque je ne vois pas où est le manque de démocratie de voter une feuille de route. Il y aura des élections municipales. Effectivement, il y aura une nouvelle assemblée, mais elle décidera de ce qu'elle conservera, de ce qu'elle ne conservera pas. Bon, on ne peut pas aller jusqu'à faire un référendum sur un projet de territoire. Enfin, pour moi, ça serait vraiment trop. Alors, Lionel, vas-y. Merci, Président. Anthony, je ne vais plus trop savoir quoi dire après toi, parce qu'en fait, tu viens de résumer un petit peu ce que je pensais également. Déjà, on peut, je pense, remercier tous les gens qui ont participé à l'atelier de l'UNA, parce que moi, personnellement, je n'ai pas pu m'y rendre, mais quand on voit tout le travail effectué ce jour-là, je pense que ça a été correctement fait.
On a eu depuis des réunions, on en a parlé, on s'est retrouvés ici, les associations, les entreprises, enfin beaucoup de gens du territoire ont été conviés, ont pu s'exprimer. Il y a eu des choses qui ont évolué déjà depuis, qui ont changé. Moi, je pense que la communauté d'agglomération a vraiment besoin que nous votions ce projet de territoire. Pourquoi ? Parce que même qu'on soit à la veille d'élections, peu importe si certains d'entre nous ne sont pas là en 2026, la CAB est un vaisseau qui a besoin vraiment d'une trajectoire, et ces projets-là ne se font pas, comme disait Thierry tout à l'heure, comme toute réalisation, ça ne se fait pas en 8 jours. Si ce soir nous ne votons pas pour ce projet, je pense que c'est une erreur. Et c'est pour ça que moi, personnellement, je le voterai et que j'incite tout le monde à en faire de même. Merci. Merci Lionel. Georges. Et puis après, Julie, tu auras demandé la parole, Julie. Pascal aussi. Pascal Lettel, pardon. Oui, bonsoir. Alors, effectivement, bon, tout a été déjà bien expliqué dans le discours d'Anthony, dans le discours de Lionel. Je retrouve effectivement le fond de pensée là-dessus. Ce que j'arrive pas à saisir, c'est le fait qu'on est dans le cadre d'un projet et qu'un projet, effectivement, c'est quelque chose qui peut être dans sa projection ensuite amendé, qui peut voir des modifications apportées, quels que soient les acteurs qui seront présents dessus. Mais plus précisément, on regrette bien souvent, notamment sur le territoire national, à ce qu'on n'ait pas de feuille de route. Il n'y a pas de chemin tracé, on ne sait pas trop où on va, et on est les premiers à se dire mais c'est pas normal. Il faudrait pour ce pays qu'il y ait un chemin qui nous permette de nous éclairer pour savoir dans quelle direction réellement on se lance. Là, on a un territoire sur lequel, dans ce territoire, il y a cette feuille de route qui a été donnée par l'ensemble des personnes qui ont participé, qui sont aussi bien des élus que des acteurs économiques. Il y a le milieu associatif, on a les partenaires institutionnels qui en ont fait partie. Et pour arriver à définir ce chemin tracé, effectivement, par cet ensemble représentatif démocratique du fonctionnement tel que sont les institutions, notamment sur les collectivités, puisque c'est une représentation des citoyens, je ne vois pas sur un projet, on est dans quelque chose sur lequel il va falloir effectivement pour l'avenir connaître à l'avance et orienter avec les partenaires financeurs qui vont prendre du temps, toutes ces préparations-là pour arriver à les finaliser, à les anticiper et les préparer avec. Me semble que c'est le meilleur moyen pour arriver à donner une orientation future de ce que peut être le territoire, sachant qu'on est dans un projet qui est programmé jusqu'en 2038 apparemment, hein, on est sur du 2026 à 38. Bon, ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a des élections effectivement à nouveau en 2026, mais il y en aura aussi en 2032 et on sera donc encore avec d'autres acteurs locaux, ou 33, mais jusqu'en 38, qui veut faire qu'on aura 2 municipalités, 2 orientations d'élus, en tout cas, qui peuvent être différentes. Donc, bien entendu, si on ne vote pas ce projet maintenant, sous prétexte que tout le monde n'est pas autour de la table, je ne vois pas comment on pourrait le voter avant 2038, voire plus, puisqu'à chaque fois, il y aura une autre définition d'acteurs et d'élus qui seront présents autour de l'Assemblée. Voilà, donc, et encore une fois, le fait que ce soit un projet et que ce ne soit pas quelque chose qui soit un engagement, je ne vois pas où est le problème. Donc, effectivement, je voterai ce projet-là, effectivement, dans son intégralité. Merci Georges. Pascal Delteil, et puis je passe la parole à Julie. Oui, je crois que ce projet de territoire aussi, il n'est pas sorti du chapeau à l'UNAS même. Quand vous regardez tous les documents qui ont été faits pour ce projet de territoire, dans la continuité des différentes démarches, comme vous l'avez inscrit, hein, par rapport au Grand Bergeracois, vous avez le groupe d'action locale. Tout a été pioché dedans, une grande partie, il ne faut pas oublier. Les contrats de développement et de transition, les contrats de dynamisation et de cohésion, les contrats
pour la réussite de la transition écologique, les contrats de projets territoriaux, le schéma de cohérence territoriale. Depuis 2014, à peu près, 70% de ce qui est dans ce dossier est écrit dans le SCOT. Il faut le lire, le SCOT aussi. Je vous assure. Le plan climat et énergie territoriale, depuis 2018. Le conseil de développement, les projets alimentaires de territoire, les schémas départementaux des gens du voyage. La démarche s'inscrit également, vous le savez, à l'échelle du territoire de la CAB, le PLU, le contrat local de santé, le contrat de progrès territorial, la convention territoriale globale, les actions cœur de ville, les contrats de ville, les programmes d'excellence alimentaire typiques à cette CAB. Avec tous ces documents, évidemment, il y a eu, avec la réunion qui a eu lieu à l'UNAS, est sorti ce projet de territoire. Mais il n'est pas sorti d'hier matin. Il est sorti depuis quelques années. Et là, il y a eu du monde aussi qui est venu à certaines réunions publiques dans les divers organismes concernés. Il faut juste y aller. Voilà, merci beaucoup. Et je peux vous dire que ce projet de territoire est un bon projet de territoire. Nous avions fait la même chose il y a 7 ans, rappelez-vous. Il y avait eu un projet de territoire et il a avancé petit à petit. Il faut juste venir à ces moments-là. Merci. Julie, et puis après Il faut peut-être arrêter un petit peu le psychodrame. Enfin, le truc, là, on vote pas le projet de territoire, la CAD explose en plein vol. On vous écoute, c'est Tchernobyl, le bordel. Enfin, encore une fois, Georges le dit, c'est un projet, pas un engagement. C'est juste, on le consulte, ok, c'est une feuille de route, oui. Enfin, arrêtez votre délire de dire qu'on va tomber là. Alors, en plus, Thierry, toi, tu dis, c'est un projet de territoire. La plupart des feuilles de route, enfin des fiches, c'est déjà budgété, c'est déjà engagé. Donc, faut arrêter le psychodrame. Et vraiment, et quand tu dis, Anthony, on ne peut pas faire de référendum, le référendum, il est dans 5 mois. Et c'est une vraie consultation démocratique. Et quand je parle, j'ai bien dit que je ne voulais pas parler du fond, on peut y venir si vous voulez. C'est vraiment pas sur le fond que je parle de ce projet de territoire, c'est sur la forme telle que c'est présenté. C'est l'histoire d'un vote qui ne changera absolument rien pour les prochains mois à venir. Enfin, il faut arrêter. On dirait que, enfin, vraiment, vous n'êtes pas allé à la guerre. Hein. Putain. Allez, Catherine, et puis peut-être quelque chose à vous dire là-dessus. Oui. Bonjour, chers collègues à tous et à toutes. Je vais jouer le vilain petit canard, mais pas du tout dans le cadre des élections de Bergerac, je vous rassure. Hein, ça n'a rien à voir, rien à voir. En fait, moi, je vais voter contre le projet et je vais vous donner des arguments. Et c'est pour ça que je suis le vilain petit canard. La première raison, c'est un peu les arguments que Julie vient de donner, c'est que c'est un projet, vous en avez tous parlé de façon très bien, c'est une feuille de route, c'est un projet pour lequel vous dites qu'il y a des projets qui pourront être remodifiés, d'autres apportés, etc. Mais le fait de voter ceci engage forcément les gens sur ce qui est dedans. Donc pourquoi on demande que ça soit une information, on en prenne acte, comme on prend plein d'actes d'études qui sont proposées, etc. Donc c'est la première raison. Ça semble totalement raisonnable, ce 3 novembre, de ne pas le soumettre au vote, mais de l'avoir. Si les projets semblent prioritaires, comme par exemple, on prend une des fiches actions, la modernisation du réseau d'eau potable, alors votons-le immédiatement, comme nous l'avons fait précédemment pour d'autres projets. Par contre, la deuxième raison relève de la présence de projets structurants avec lesquels les écologistes sont en désaccord. Et donc, je représente les écologistes ici. Mais tout d'abord, je tiens à réaffirmer, comme l'a dit Thierry, l'aspect positif de la planification qui est présentée dans ce pays, dans un pays qui en manque tant, et à saluer le travail réalisé par les agents de la CAB. Moi-même, j'étais au séminaire de l'UNAS. C'est un projet très pertinent sur beaucoup d'aspects, dont certains éléments ont déjà été présentés au Conseil et d'ailleurs ont été votés. Réhabilitation de tout IFO, logement des médecins, jeunes et juniors, filière des produits de venaison, etc.
Néanmoins, il y a des projets qui font débat, dont on parle souvent, qui n'ont pas été portés à la concertation des habitants du Grand Bergeracois et qui impactent un financement très lourd. Ainsi, voter pour ce projet territorial signifierait, pour moi, un accord de principe avec l'ensemble des actions proposées en termes de contenu, de financement et de planification 2026-2037. Et ça, pour moi, c'est impossible. 2 exemples de profonds désaccords, vous les connaissez déjà. La création de la rivière nature. C'est sa dernière dénomination après le stade d'eau vive et la rivière de contournement. Tout le monde le sait, ce projet directement parachuté par le département, je devrais dire même par Germinal Perrault, kayakiste réputé, et qui rêve de doter Bergerac, est un stade d'entraînement. Mais les finances départementales ne peuvent plus suivre, tout le monde le sait, et ce rêve devient le prochain projet incontournable soutenu par la CAB. Un projet à quand même plus de 16 millions d'euros minimum. Est-ce vraiment une priorité attendue par les habitants du Grand Bergeracois? Sont-ils prêts à financer par leurs impôts cette rivière artificielle? Nous ne le pensons pas, mais nous pourrions leur demander. Même si ce projet remanié fait apparaître la place d'une continuité écologique pour aider la migration des poissons, il demeure essentiellement un projet d'activité nautique nécessitant la construction d'infrastructures importantes et destiné à un public très aisé financièrement. Renseignez-vous, mais on est de 15 à 25 € de l'heure d'activité selon les autres stades qui existent. Et je vous laisse calculer pour une après-midi de 4 heures, un couple et 2 enfants. Nous ne pensons pas du tout que cette infrastructure attirera davantage de touristes qui actuellement recherchent des activités gratuites et peu coûteuses. Quant aux poissons, oui, faisons quelque chose pour eux. Mais y a-t-il encore vraiment beaucoup de poissons? Avec tout le respect que j'ai pour vous, Président, il semblerait que la prochaine mission que le Président Alain Rousset vous confie est sûrement qu'il financerait et de vider la Dordogne de ses silures. Ensuite, sûrement, la passe à poissons serait appropriée. Le deuxième exemple est la création d'une passerelle à mobilité douce reliant les 2 rives. On en a beaucoup parlé. C'est un projet très attendu par les habitants pour assurer leur tranquillité et sécurité dans les mobilités du quotidien. Cette passerelle ne doit pas être destinée à relier les clients du futur camping et de la rivière nature à la véloroute, le tout pour plus de 5 millions d'euros. Le quotidien n'est pas de faire 10 km de plus pour passer d'une rive à l'autre. Ou bien nous ne sommes pas dans le même quotidien. Maintenant, 2 exemples essentiels qui manquent d'ambition. Les aménagements des rives de la Dordogne. Alors que la CAB a cofinancé l'ensemble de cet aménagement, qui a été brillamment présenté par Hélène H au Conseil communautaire de février 2025, le projet territorial n'en parle quasiment pas et ne fait pas apparaître une fiche d'action spécifique. Description, financement et planification. Pour le coup, cette étude s'appuie sur 200 réponses de citoyens. Elle propose réellement d'aménager les rives de notre fleuve, la Dordogne qui relie un projet qui nous rassemble. Titre le document que nous sommes en train d'étudier. Elle fait apparaître une amélioration de la qualité de vie pour par des cheminements ombragés, par des lieux de repos et même par une baignade possible. Mais ce projet est-il peut-être trop bergeracois? Le deuxième exemple qui manque du point d'ambition, c'est la création d'une maison nature. Peut-être émane-t-il de la réflexion du séminaire de l'UNAS? C'est une très bonne idée. En 2020, dans notre programme, nous avons proposé la création d'un parc naturel régional de la rivière Dordogne, dans lequel la Maison de la Nature y prendrait tout son sens, assurant des emplois durables, des activités annuelles pour tous et pour toutes, et dont évidemment les scolaires, et qui serait à la fois une attractivité touristique, mais aussi un outil de développement économique. Mais ce qui est proposé là, c'est une programmation en 2034. Ce n'est pas demain, et visiblement, c'est loin d'être une des priorités. Avant de conclure, je souhaitais réagir à votre propos liminaire, page 17. L'idée de vouloir rattacher la commune des Lèches à la CAB pour envisager la départementale 709 par la mise en 2 fois 2 voies pour rejoindre la A89 nous semble une aberration. La circulation est généralement fluide, autorisée à 90 km/h, et si c'est pour aller à Bordeaux, les embouteillages bordelais n'arrivent pas à concurrencer le temps passé dans le train à se détendre avec sécurité. Vous dites que l'objectif de ce cheminement consiste à renforcer l'attractivité du territoire, à améliorer le cadre de vie et à renforcer la cohésion sociale. J'ai du mal à comprendre. Donc, pour conclure, malgré de nombreux accords sur des projets proposés,
les écologistes ne veulent être liés à ce projet de territoire dans sa globalité. Je dis bien dans sa globalité, à cause de certains points qui sont en complète contradiction avec nos valeurs. C'est la raison pour laquelle je voterai contre. Et merci, Président, de ne pas m'accuser à tort en disant que je suis contre la maison de santé de Prégorieux, contre la désimperméabilisation des sols, contre la médiathèque, etc. Je pense que l'ensemble des élus ici, présents, et que tous les habitants du Grand Bergeracois qui suivent les débats du Conseil auront compris la raison de mon vote au nom des écologistes. Merci de votre attention. Très bien. Jean-Pierre, tu voulais intervenir? Allez. Ça marche là? Bon, mais moi je vais intervenir, mais je vais être très très rapide parce qu'après toutes les interventions qu'il y a eu, mais moi je regardais personnellement, où je l'ai feuilleté beaucoup, le plan d'action qu'il y a à la page 31, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont engagées ou qui vont s'engager, qui vont dans le bon sens. Donc je crois qu'à un moment donné, c'est vrai qu'il faut arriver à avoir une feuille de route pour travailler à l'avenir, parce que c'est vrai, comme a dit Thierry, moi je suis assez inquiet parce qu'en 2026, avant le mois de juillet, on ne fera rien, et ça ne sera pas le mois de juillet, ça sera le mois de septembre, parce qu'avec les nouvelles élections, ça va bloquer beaucoup de choses. Mais où je suis encore plus inquiet, c'est pour 2027, parce que dans la foulée de 2026, on a 2027. Alors qu'est-ce qui va se passer en 2027? Je ne sais pas. Ça risque d'être un grand bouleversement dans le pays, si ça continue. Donc je crois qu'à un moment donné, il faut quand même qu'on ait un objectif à se fixer. Et je crois que, bon, c'est un projet, il y a beaucoup de dossiers sur ce projet qui seront discutés et analysés. Je crois que, est-ce qu'il y a un grand risque de le mettre au vote, puis de le voter dans le bon sens? C'est tout ce que je peux dire. Voilà, merci. Très bien. Mais malgré tout, il me reste quelques petites remarques à faire. La première, je suis d'accord avec vous sur 2 points. Le premier point, Francis, je suis d'accord, le mot gestion n'est pas approprié. Parce que derrière ce mot, il y a tellement de choses qui peuvent être interprétées ou dimensionnées. Je pense que le mot gestion n'est pas approprié. Je propose qu'on le retire pour profit d'un mot beaucoup plus généraliste, parce que c'est quelque chose qui doit présenter notre préoccupation par rapport au massif forestier. Et parler de gestion à ce stade-là me paraît inadapté, et je partage ton point de vue. Le deuxième accord que nous avons, Catherine, c'est qu'en fait, nous sommes en désaccord. Nous sommes d'accord que nous sommes en désaccord. Et c'est pas parce qu'il y a un problème de présentation à quelques mois des élections qu'il faille prendre acte ou pas prendre acte. Moi, je fais partie des élus, ça a été dit, nous sommes élus pour décider. Nous sommes élus pour décider, et le juge de paix, c'est les prochaines élections. Et donc, nous avons décidé pendant ce mandat, et je pense que nous souhaitons collectivement tous être clairs par rapport aux élections qui arrivent. Que proposons-nous pour les prochaines élections? Nous proposons ça. Et donc, en effet, on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt, on propose de faire ça. Voilà, donc au moins sur ces 2 points, nous sommes tout à fait d'accord. Un conseil communautaire va nous succéder. Peut-être avec certains d'entre nous, sans doute d'ailleurs, et certainement d'autres seront absents pour des raisons diverses et variées. Ce que viendra de voter un conseil communautaire ce soir, un prochain conseil communautaire demain pourra le déjuger ou changer les choses. Mais aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est de commencer à travailler sur des projets qui ont été votés pour faire évoluer notre territoire, parce que c'est de cela dont il s'agit. Il s'agit de sortir notre territoire d'une certaine inertie qui a duré longtemps dans le Bergeracois et qui nous a apporté le résultat qu'on connaît aujourd'hui, des équipements vétustes, un renouvellement d'infrastructures insuffisant et qui aujourd'hui nous amène à avoir de la peine sur certains sujets et vous le savez tous. Donc aujourd'hui, ce que nous souhaitons, c'est aller de l'avant. Et donc il faut décider pour commencer à travailler d'ores et déjà sur les financements, sur les études nécessaires sur certains projets. Alors certains sont lancés, vous avez raison, mais pas les projets majeurs quand même. La rivière de contournement, la rivière nature, on est en désaccord, c'est pas un problème. Chaque projet sera présenté devant cette assemblée
individuellement pour validation avec son plan de financement, etc. Donc il y aura une clause de revoyure par rapport à ces projets. Évidemment qu'ils seront rediscutés. Mais moi, je ne me vois pas aujourd'hui commencer à aller solliciter des subventions, ce que j'ai déjà fait d'ailleurs, auprès des financeurs, parce qu'il faut prendre date. Il faut prendre date. Nous ne sommes pas seuls dans la région Nouvelle-Aquitaine. Toutes les collectivités sont déjà au boulot. Et attendre quelques mois, c'est mortifère. C'est compromettre le fait d'avoir des subventions. Et il faut se battre. Il faut se battre pour obtenir ces subventions. Et donc, se battre sur quelque chose qui n'est pas voté, qui n'est pas décidé, nous met dans une position très inconfortable. En tout cas, ce n'est pas ce que je souhaite. C'est la raison pour laquelle j'insiste lourdement sur le fait qu'on vote ce soir. C'est la première recommandation de la Cour régionale des comptes. La première recommandation concernant la CAB de la CRC, c'est dotez-vous d'un projet de territoire. C'est la première recommandation de la Cour des comptes. Donc, en effet, nous sommes un peu en retard, je le déplore. On a essayé de le combler sur ces 24 derniers mois, et je pense qu'on est en passe de le réussir, parce que malgré tout, la concertation a eu lieu. On ne peut pas, quelquefois, on est un peu approximatif, ou on est un peu insuffisant. Là, il me semble que la concertation... Je crois qu'il y a eu trois visites à Saint-Pierre-de-Bœuf pour voir la rivière nature. Ne serait-ce que sur ce point. Certains n'ont pas été convaincus, tu en fais partie, je le respecte. D'autres l'ont été, une très grande majorité. Je me rappelle, au Château du Roc, en présence de l'ancienne sous-préfète, Madame Stéphanie Monteuil, ce dossier avait été voté, excusez-moi, c'est une réalité, et c'est pour ça que c'est important de voter, à l'unanimité des présents. Rappelez-vous, j'avais d'ailleurs souligné que c'était dans ma récente carrière d'élu, c'était la première fois que ça arrivait, qu'un projet soit voté à l'unanimité. Donc ce soir, ça ne sera pas manifestement le cas. Sur les berges de la Dordogne, quand même, j'ai répondu déjà à M. Cornet, je crois, ou je ne sais plus à qui, sur ce point-là. Nous n'avons pas la compétence. Nous avons la compétence de l'entretien et de l'aménagement des berges de la Dordogne. Elle avait été initialement prise par la communauté de Bergerac-Pourpre, qui avait organisé ça avec les 9 communes qui la composaient à l'époque. Et ce transfert de compétences, comme c'était très souvent le cas à l'époque, n'avait pas été accompagné d'un transfert de moyens. Donc c'était une coquille vide. Alors évidemment, la richesse économique partagée dans le giron de ces 9 communes permettait de faire quelques petites actions sur l'entretien des berges. Mais quand nous avons fusionné en communauté d'agglomération, la CCDL et la communauté des Trois-Vallées, nous n'avons pas poursuivi la prise en compte de cette compétence. Et quand nos amis de Sigoulès nous ont rejoints, nous n'avons pas non plus parlé de l'extension de cette compétence. Donc nous n'avons pas la compétence. Et je l'ai dit en CLECT, si on veut travailler sur l'exercice de cette compétence, il faut clarifier ce point et discuter, comme on le fait dans notre pacte financier, un transfert des moyens pour exercer cette compétence sur l'ensemble du territoire. On ne peut pas avoir la compétence sur un bout du territoire sans moyens et la transposer à l'ensemble du territoire. Donc ce n'est pas une question d'aménagement des berges à Bergerac ou à la Monzie ou ailleurs, c'est juste une question de règles de fonctionnement et de compétences à transférer. Donc voilà, je voulais juste préciser. Concernant le classement éventuel en parc régional, etc., c'est une très bonne idée, mais je vous rappelle quand même que la Dordogne, elle est quand même déjà sacrément protégée. Classée Natura 2000, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, grâce justement en particulier à la présence de tous ces migrateurs atlantiques. Donc aujourd'hui, on peut toujours rajouter des couches et des couches pour protéger ce qui est déjà protégé, mais à un moment, il ne faut pas non plus que tout soit sanctuarisé, parce qu'on ne pourra plus rien y faire. Déjà qu'aujourd'hui, c'est compliqué, et c'est normal qu'on prenne en compte les dimensions environnementales. Mais à un moment, il faut aussi qu'on puisse continuer à respirer, à entreprendre sur nos territoires. Parce que nos territoires, ils ont besoin aussi de croissance. On se plaint toujours qu'il n'y a plus de jeunes sur nos territoires. Et bien, il faut aussi, tu l'as rappelé Anthony, leur proposer des choses pour les attirer ou pour essayer de les retenir ou de les inviter à revenir quand ils sont en âge de procréer, que la sagesse qu'ils ont gagnée quand ils sont dans les métropoles. Je vais terminer sur quelque chose que me semble-t-il, vous n'avez pas pris en compte, je trouve ça fort dommageable.
c'est l'aspect, vous avez insisté sur les projets sur lesquels vous étiez contre. Mais moi, j'ai envie de vous rappeler les projets sur lesquels on capitalise au niveau environnemental. La désimperméabilisation, l'amélioration des conditions environnementales sur l'eau potable. Tu l'as rappelé, Catherine. On est passé de 3 millions d'euros d'investissement par an à près de 9 millions d'euros d'investissement pour améliorer la performance de l'eau potable. Sur l'assainissement, Jean-Jacques me le soufflait à l'oreille, on est passé d'un rythme d'amélioration de l'assainissement collectif à Bergerac. Il ne faut pas se le cacher, aussi, dans la perspective de pouvoir remettre la baignade possible, dans la perspective aussi de créer cette rivière de contournement derrière. On est passé d'1 million d'euros à 3,5 millions d'euros par an d'amélioration pour le grand bénéfice de l'environnement, mais aussi des habitants de la ville de Bergerac et de l'agglomération. Donc, que dire sur l'accompagnement de la transition agricole? Les efforts, ça a été un de nos premiers projets, acheter la ferme des Neubous. C'est quelque chose qui était une revendication forte des écologistes et de nos amis de Terre de Liens. Racheter la ferme des Neubous, embrayer derrière sur la volonté de créer une filière bio avec la légumerie, etc., et sur lequel je salue à nouveau le travail de Pascal et de quelques-uns qui se battent au quotidien pour faire fonctionner cet outil. Mettons de l'énergie là-dessus, à le faire fonctionner tous ensemble, plutôt que de regarder le verre à moitié vide. Le verre, il est aussi à moitié plein, même peut-être un peu plus que la moitié, je crois, sur notre territoire. Donc je crois que ne nous faites pas sombrer dans un sentiment d'anxiété. Il y en a déjà bien suffisamment sur notre territoire national. Aujourd'hui, la CAB et notre territoire bergeracois, malgré ces difficultés, est plutôt dans une bonne séquence. Essayons d'en profiter, essayons de continuer. Nous sommes une des rares collectivités à avoir encore des moyens d'investir. C'est bon pour notre territoire, c'est bon pour notre économie et c'est bon pour l'attractivité demain de notre Bergerac. Voilà, je ne vais pas être plus long. Je crois je suis très satisfait qu'on ait pu tous bien débattre sur ce projet. Je vous remercie de vos interventions qui étaient toutes respectueuses et constructives. Et le respect a prévalu. Le président, normalement, c'est lui qui conclut. Il aurait fallu... allez-y. Allez, très rapidement. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, mais il y a deux gros points pour lesquels je représente les écologistes et pour lesquels on ne peut pas se permettre de... Donc la proposition, c'est on vote fiche par fiche. Ça va aller très vite. Oui, il y en a deux sur lesquels je ne suis pas d'accord. On vote un projet. Oui, Catherine, je suis clair, il n'y a pas d'ambiguïté. Chaque projet, réglementairement, chaque projet doit repasser devant ce conseil communautaire de nombreuses fois d'ailleurs, par rapport à sa validation, par rapport à ses plans de financement, par rapport à cette définition et sa dimension. Donc c'est pas. On a bien entendu que vous émettiez énormément de réticence par rapport à ce projet. Donc personne ne vous taxera, d'ailleurs je ne l'ai pas fait, d'être contre les mesures qui sont celles pour lesquelles vous vous battez. Je ne fais pas ça. On est sorti de la cour de l'école, on ne le fait plus ça. Donc voilà, je pense que c'est un état d'esprit qu'on peut saluer ce soir. Mais en tout cas, je crois que on vote. On en a discuté cette semaine, on en a discuté sérieusement. Moi, il y a des fiches actions qui sont pas prioritaires pour moi, qui ne me vont pas forcément dans ce projet de territoire. C'est ça aussi, bâtir un projet en commun. C'est savoir trouver un consensus sur un ensemble de mesures qui nous réunissent. Certaines sont plus de notre sensibilité que d'autres. Voilà, donc je vous propose de... Francis, tu voulais dire un mot? Oui, Monsieur le Président. Oui, je voulais juste apporter une information. Je ne sais pas si tout le monde est au courant. Mais en décembre 2016, j'ai été mandaté par la communauté d'agglomération pour aller en Chine, présenter la communauté d'agglomération et surtout le travail qui avait été fait sur la rivière, puisque la rivière à ce moment-là avait été reconnue et classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, je crois, c'est ça, hein, pour ses qualités. Voilà. Donc j'ai eu l'honneur de représenter, et la joie, d'être reçu en Chine, à Zhenjiang, dans une conférence internationale, et nous étions 5 représentants mondiaux, dont j'ai pu participer en tant que tel, comme un des membres, et apporter
la connaissance, en particulier tous les projets d'Épidore, entre autres, et ce que la communauté d'agglomération commençait à faire en termes d'écologie, alors qu'on en était aux prémices de la communauté d'agglomération. Première mouture, je dirais. Donc ça, c'est un petit peu passé sous silence et je le regrette profondément. Moi, j'avais fait un rapport circonstancié qui n'a jamais été diffusé. Je l'ai toujours sous le coude, il n'y a pas de problème. Mais je regrette infiniment que ça n'ait pas été diffusé parce que c'était riche d'enseignements concernant l'écologie au niveau mondial et surtout d'apporter notre savoir-faire dans notre toute petite communauté d'agglomération de quelques 30 000 ou 40 000 habitants. C'était dérisoire quand il s'agissait de l'Australie ou d'autres pays du monde. Voilà. Donc c'est un petit peu regrettable que je n'ai pas pu fournir ces documents-là, ce rapport qui était particulièrement enrichissant, en particulier au niveau de l'écologie, comme je le dis, qui était presque un balbutiement au début de la communauté d'agglomération. Voilà, c'était juste une petite remarque et je tenais à le souligner. Alors je rebondis, Francis, parce que sur cette question, nous sommes jumelés avec la province dont tu parles, puisque nous y sommes allés avec Daniel Garrigue en 2019, et la CAB est jumelée avec la province de Zhejiang, et en fait on a un partenariat. D'ailleurs, un geste hautement symbolique qui a émané de cette collaboration, c'est que les Chinois nous ont envoyé des masques. C'est les premiers à nous avoir envoyé des masques lorsque nous en manquions au printemps 2020. Et quand nous sommes allés, tu as tout à fait raison, Francis, quand nous sommes allés en Chine avec Daniel Garrigue, nous avons amené avec nous Guy Pustanik, qui était l'ancien directeur d'Épidore, parce qu'en fait, justement, il a animé une conférence à l'université de Zhejiang, 63 000 étudiants, toute neuve. Je vous dis pas le décalage que ça fait quand on atterrit dans ce monde-là. Et vous dire simplement, pour pas être trop long, qu'on va les recevoir le 19 novembre. Une délégation chinoise qui nous avait reçus vient à Bergerac, donc on pourra vous donner davantage de précisions. Et je pense que je souhaite en tout cas qu'on puisse prolonger ces relations, parce que en tout cas c'est très instructif de voir ce qu'il faut faire et ne pas faire éventuellement à travers ces exemples. Monsieur Cornet, pour conclure, rapidement s'il vous plaît. Merci. Non, tout à l'heure, vous aviez dit, et surtout monsieur le maire de Bergerac avait dit, c'est pas tout de parler de la forme, mais de parler du fond. Je lui signalerai quand même que j'avais parlé du fond lorsque nous étions réunis ici même au début du mois d'octobre. Et j'avais repris un certain nombre de projets qui étaient donc un certain nombre d'éléments de sous-projets qui étaient dans le projet de territoire, sur lesquels nous étions, nous, le Rassemblement national, en opposition. Bon, alors je suis peut-être seul ici, mais je ne suis pas sûr de représenter une quantité aussi infime de la population du Bergeracois. Moi, je voterai contre, évidemment, ce projet, bien que, évidemment, il y ait des choses positives, et même extrêmement positives, mais ce n'est pas qu'une question de forme. Il y a des choses qui sont, à mon avis, complètement aventureuse. Ce projet eau vive, on n'a pas tellement de visibilité, tant au niveau des dépenses de fonctionnement que ça occasionnera, que des retombées touristiques, sachant que les touristes ne restent en moyenne que 2 jours dans le secteur bergeracois, paraît-il. Oui, alors l'hiver, il y aura des sportifs, j'en doute pas. C'est surtout l'été qu'on voit des gens sur les bords de la Dordogne. Il y a sûrement beaucoup l'hiver. Ceci dit, 17 millions d'euros pour quelques sportifs, ça fait quand même une sacrée somme. Il y a aussi ce projet de passerelle, donc dite, je ne sais plus comment on dit ça, de parcours doux, de balade douce, je ne sais plus. Pardon ? Non, très bien. Donc c'est quelque chose aussi, 1,7 million d'euros pour... disons, quelques cyclistes qui, aussi respectables soient-ils, il y en aura peut-être 400 par jour. Je ne vous dis pas le prix du cycliste.
Après, il y a de très bons projets. La médiathèque, c'est quelque chose de très souhaitable et à la hauteur d'une agglomération comme celle du Bergeracois. Celle précédente n'était pas suffisante. Mais nous, le Rassemblement national, on ne peut pas approuver ce projet de territoire qui est très aventureux sur certains projets. Super Cordoffi, vous n'allez pas faire le Puy du Fou quand même. Enfin, je sais pas, il faut retomber sur terre. Il faut un génie visionnaire pour faire des choses pareilles. Là, c'est pas le cas. Et quand Monsieur Faure parlait de grands bouleversements en 2027, je pense qu'il y aura une grande renaissance du peuple français, je l'espère en tout cas. C'est bon, Monsieur Cornet, c'est bon. Attendez, un dernier point, si vous permettez, mon cher président. Ne vous égarez pas. Et non, un dernier point qui est quand même vraiment aussi qui touche au fond, c'est que non mais ne vous énervez pas, tout se passera dans le calme. Il y a beaucoup de projets, si vous voulez, il y a des financements d'investissement, mais vous n'avez pas le coût du fonctionnement. Mais il y a certains projets qui auront un coût de fonctionnement qui ne se fera pas forcément par redéploiement, qui se fera, disons, sec, et il faudra prévoir des projets de fonctionnement, des budgets de fonctionnement sur ces points-là. Et là, les cases sont vides à ce niveau-là. On ne sait pas. Et vous n'avez qu'une certitude aussi des participations de l'État dans ce domaine-là. Voilà. Merci. C'est tout ce que je veux dire pour expliquer que sur le fond, on est aussi contre. Vous savez, Monsieur Cornet, je suis rassuré que vous votiez contre. Parce que j'ai vraiment le sentiment que quand je vous croise dans le couloir, je suis dans le bon sens. Parce que, en fait, on est en désaccord sur tout. Et du coup, voilà, c'est très clair. C'est très clair et on peut le dire très concrètement. Ça me rassure. Voilà. Donc, écoutez, je vous propose de passer au vote. Julie, pardon. Juste, et pour dire que je prends pas part au vote. Et les gars, ça va le débat, la démocratie, non mais. Bon, chacun exerce son mandat comme il le perçoit. Est-ce que quelqu'un est contre ce projet? Je demande des votes contre. Est-ce que quelqu'un s'abstient? Et donc, une très large majorité, ça me rassure aussi, est favorable au travail que nous avons fait tous ensemble. On aurait pu avoir cette discussion il y a 15 jours. Ça aurait été quand même un peu plus normal que de le faire devant la presse. Je comprends que ça soit votre souhait, mais c'est pas comme ça que je l'entends. On va passer. M. Cornet, vous vous trompez. Regardez à quel point on est précis et méticuleux sur les finances, et comptez sur moi pour veiller à être très préoccupé des conséquences de chaque réalisation de projet d'investissement sur notre fonctionnement. Jean-Jacques va présenter la deuxième délibération. Oui, merci Président. Donc bonsoir à toutes et à tous. Pour revenir terre à terre, donc je vous parle de la décision modificative numéro 4 qui concerne le budget principal. Donc on vous propose d'adapter les modifications que je vais vous présenter sur ce budget principal. Donc en section de fonctionnement, ces écritures ont pour objet d'alimenter les crédits des repas des centres de loisirs, l'entretien des bâtiments communautaires et d'ajuster les crédits liés à l'ouverture du centre événementiel. L'équilibre se faisant par une diminution du compte 611 et par l'inscription de recettes supplémentaires pour le remboursement de frais de personnel. Donc si je reviens sur le tableau du fonctionnement en bas de la page 4, on va trouver les 25 000 plus les 30 000 de bâtiments publics et réseaux concernant donc l'entretien des bâtiments et du réseau des espaces communautaires, je vais y arriver, pardon. Les 20 000 €, c'est le contrat de maintenance pour les SCAT. Les 79 500 €, rémunération d'intermédiaire, c'est concernant l'inauguration du centre événementiel. Voilà. En haut de la page, les 80 250 €, c'est les repas pour les accueils de loisirs sans hébergement. Les 10 000 €, donc c'est des subventions exceptionnelles qui seront accordées au sport nautique concernant l'acquisition du ponton provenant des Jeux Olympiques. Et Jean-François, tu nous en parleras au point numéro 14, si je ne me trompe pas. Les dépenses 20 500 €, c'est la SACEM concernant la cérémonie de l'inauguration.
et dans les recettes, les 90 000 € de la billetterie liés à la venue de Santa à l'inauguration et les remboursements de frais de personnel, 258 500 €. Sur les investissements, des crédits supplémentaires sont ouverts pour les fonds de concours aux communes, 135 000 €, pour le remplacement d'un véhicule pour les médiathèques, pour du mobilier et du matériel pour les centres de loisirs et la ludothèque. Des virements entre opérations sont également inscrits afin d'ajuster les dépenses. On parle de 160 000 € pour la crèche de la Moisy-Saint-Martin, 40 000 € pour la création de fossés à la Force pour éviter les inondations et des travaux dans les bâtiments communautaires. Si je remonte dans le tableau sur la partie investissement, les 159 360 € que nous trouvons au 204, c'est le fonds de concours aux communes, le groupe scolaire donc de Bougnac, une aide, et une aide aussi à la commune de Saint-Pierre-des-Hérault pour l'acquisition d'un bâtiment. Président, vous en parlerez dans votre point numéro 8 plus précisément. 100 000 €, donc c'est des aménagements pour le guichet unique sur le site de la CAB. La 18 500 €, donc c'est pour la médiathèque, un véhicule. 11 000 € acquisition de matériel pour l'accueil de loisirs de tout IFO. Les 40 000 € au chapitre 23, c'est la création de fossés à la Force pour prévenir les inondations, je vous le disais. Et on rogne sur les crédits ouverts sur la véloroute voie verte à hauteur de 167 315 € et sur la rénovation de tout IFO, moins de 100 000 € pour affecter 160 000 € en construction concernant la crèche de la Moisy-Saint-Martin. Voilà, Président, avec un peu de détails, les membres de ce Conseil sont invités à approuver l'ADM que je viens de vous présenter. Merci pour tous les détails. Jean-Jacques, est-ce que vous avez des questions? Personne n'est contre, personne ne s'abstient. Bien, écoutez, merci pour cette solidarité communautaire et pour le soutien aussi pour l'acquisition du ponton, pour le financement du ponton pour le sport nautique. Jean-Jacques, tu poursuis avec le parc aqualudique. Tout à fait, l'ADM numéro 2. Donc là aussi, on vous propose d'adopter les modifications que je vais vous présenter, qui sont assez brèves, de passer des provisions pour dépréciation de 500 € qu'on prend sur le chapitre des taxes foncières pour la mettre aux dépréciations des actifs circulants, et ceci à la demande du conseiller aux décideurs locaux. Y a-t-il des questions? Oui, Hélène. Merci. Juste une question. Il y avait une étude sur les activités de l'Aqualude, en fait. Et je voulais savoir quand est-ce qu'on aurait présentation des résultats de cette étude? Oui, l'audit. Ouais, je crois que c'est plus précisément un audit sur le fonctionnement de l'Aqualude. Oui, voilà, donc c'est quasiment terminé. On va avoir le résultat rapidement. D'autres interventions? Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Merci beaucoup. On continue avec la DSC. Non, c'est le centre événementiel, l'ADM numéro 4. Le point numéro 4, si je ne me trompe pas, c'est ça, hein? Non. Donc il est proposé d'adopter les modifications que je vais vous présenter concernant le budget annexe du centre événementiel. Ces écritures ont pour objet d'ouvrir les crédits nécessaires à l'entretien des espaces verts et au règlement des intérêts de préfinancement de l'emprunt. Et vous voyez donc les 9 000 € concernant l'entretien des espaces verts et les intérêts à hauteur de 129 000 €. Et ces deux dépenses seront comblées, bien sûr, par un virement du budget principal pour annuler cette dépense. Ou assumer cette dépense, plutôt. Merci. Pas de questions, c'est clair pour tout le monde. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté, je vous remercie. Là, on parle de DSC. Voilà, le point numéro 5, c'est la dotation de solidarité communautaire, la DSC, pour les montants de l'année prochaine 2026. Par délibération en date du 10 avril 2017, le Conseil communautaire a institué une DSC pour l'ensemble des communes de son territoire. Elle est constituée par l'enveloppe. Le montant de la dotation de solidarité communautaire est librement fixé par le Conseil communautaire. Chaque année, ce même Conseil fixera en fonction du niveau des charges supportées
par la CAV le montant de cette enveloppe qui sera reversée aux communes membres et il est proposé, comme en 2025, une enveloppe de 400 000 € pour l'année prochaine. Les critères de répartition, ils n'ont pas changé. 55% en fonction du potentiel fiscal par habitant, 25% en fonction de l'importance de la population, 10% en fonction de l'effort fiscal et 10% en fonction du revenu par habitant. Les modalités de versement, elle sera versée en 2 fois, comme d'habitude, aux communes membres en avril et en octobre, conformément au montant indiqué dans le tableau de répartition qui vous a été joint en annexe de ce Conseil communautaire. Voilà, Président, nous sommes amenés à approuver ces montants de DSC. Merci Jean-Jacques. Pas de modification donc. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté. Merci beaucoup. On va parler des AC 2025 et 2026 avec Jean-Louis. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Donc, concernant les attributions de compensation, lors de sa réunion du 14 octobre dernier, la CLECT s'est réunie et a validé les évaluations définitives sur 2025 concernant les transferts du centre municipal de santé de Bergerac et de la bibliothèque de Montbazillac. Et par la même occasion, on a également déterminé les attributions de compensation provisoires pour 2026, notamment sur l'entretien des sentiers de randonnée PDIPR et des pistes DFCI. Concernant les attributions pour le transfert municipal de santé, les études ayant été faites sur l'exercice 2023 faisaient ressortir une charge de l'ordre de 32 489 €. Et après, toutefois, il faut quand même tenir compte de l'activité actuelle et de la majoration des prix de visite médicale. Donc, il a été proposé une réfaction de 20 000 € sur l'attribution de compensation de 2025 de la ville de Bergerac, comprenant la quote-part des charges indirectes. En ce qui concerne le transfert de la bibliothèque de Montbazillac, donc vous avez un tableau récapitulant les différentes dépenses et recettes de fonctionnement, et il en ressort que de retenir une réfaction de 3 741 € sur l'attribution de compensation 2025 à la commune de Montbazillac. Concernant les attributions provisoires 2026, et notamment l'intégration de la participation sur l'entretien des sentiers de randonnée PDIPR et des pistes DFCI. Donc la CLECT propose pour les pistes DFCI une participation de l'ensemble des communes de la communauté d'agglomération et donc du territoire au nombre d'habitants à hauteur de 50 centimes d'euros par habitant. Et en ce qui concerne les sentiers de randonnée et leur entretien 2 fois par an, ce sera la CLECT propose une participation à l'habitant de l'ordre de 1 € par habitant pour cette compétence. Donc ces 2 propositions, bien évidemment, été adoptées à l'unanimité par les membres présents. Et donc, il vous est proposé ce soir d'arrêter le montant de la révision des charges transférées au cours de l'année 2024 à 23 741 et l'attribution de compensation définitive pour 2025 à 5 23 995 €, conformément au détail qui a été donné en annexe. Et arrêter provisoirement le montant des charges transférées en 2026 à 98 141 €. Et donc le montant provisoire de l'attribution de compensation pour l'année 2026 s'élèvera à 4 925 855 € pour l'ensemble des 38 communes de l'agglomération, conformément au détail qui vous a été remis en annexe. Voilà, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président de la CLECT. Merci. Y a-t-il des questions, des interventions? Voilà, on est dans l'exemple typique d'une compétence qui est prise par l'agglomération, et donc on évalue les moyens pour exercer cette compétence. Ça rejoint un peu ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure sur les berges de la Dordogne. Voilà, on transfère une compétence, il faut lui transférer des moyens pour l'exercer. Sinon, on vide la compétence voirie, par exemple, pour exercer une nouvelle compétence. Donc c'est pas ce que nous souhaitons. Et donc on est précis
et méticuleux sur les moyens qu'on doit affecter à chaque compétence qu'on souhaite exercer pour essayer de l'exercer correctement. Y a-t-il des interventions? Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Écoutez, je vous remercie de cette unanimité. On va parler refacturation dans le cadre justement des compétences transférées et les montants 2024. Oui, tout à fait, Président. Donc, dans la continuité de ce que vient de dire Jean-Louis, là, on est sur l'arrêt définitif des compétences et des montants pour 2024. Donc, plusieurs types de situations en mode de rappel peuvent induire la nécessité d'opérer en parallèle des attributions de compensation. Ce genre de refacturation de charges sont pour la plupart de la mise à disposition de locaux, des partages de frais, notamment des équipements à affectation multiples, ou bien de la mise à disposition de personnel. Donc je ne vais pas vous donner le détail de toutes les communes, juste préciser concernant la commune de Mouledier, et je remercie Monsieur le maire de son honnêteté, qui nous avait dit que sa bibliothèque a été transférée à Saint-Germain-et-Mont, donc il n'y aura pas lieu d'intégrer les 1 350 € dans cette refacturation. C'est ça, hein, Monsieur le maire ? Merci. Donc je vais directement au tableau récapitulatif. Je vous le dis, chaque commune trouvera son explication en amont. Et donc vous avez 4 colonnes, notamment les montants facturés par les communes donc à la CAB, à l'intérieur de la CLECT. Donc le montant finalement, si je retire les 1 350 € de Mouledier, ça n'est plus 331 038,61, mais 329 688,61. Concernant les montants facturés par la CAB aux communes membres, toujours à l'intérieur de cette CLECT, 76 100,49 € au total. Et en dehors de la CLECT, le montant facturé par les communes à la CAB de 48 449,70 € et à facturer par la CAB aux communes 8 282,69 €. Voilà, très rapidement résumé, les membres sont invités à retenir les montants présentés ci-dessus pour l'exercice budgétaire 2024 et autoriser le président à émettre les mandats et les titres correspondants. Merci Jean-Jacques. Y a-t-il des questions, des interventions? C'est assez classique, hein, donc on est habitué à cette gymnastique. Y a-t-il des interventions? Personne n'est contre, personne ne s'abstient. Merci beaucoup. Le point suivant, on va revenir sur des fonds de concours aux communes. Donc, ça a été évoqué tout à l'heure par Jean-Jacques. Hein, donc, vous avez 3 fonds de concours qui vous sont proposés pour la fin de l'année 2025. Fonds pour justement permettre à la commune de Saint-Pierre-des-Hérault de l'accompagner dans l'acquisition d'un bâtiment, d'une boulangerie pour la refaire vivre et préserver l'activité économique dans le cœur de son village. Voilà, donc ça c'est un dossier très important. Un fonds de concours de 50 000 € pour la commune de Bougnac pour justement permettre un pré-relais et amorcer la 3e phase du restaurant scolaire, je crois, Georges, c'est ça? Oui, c'est pour tout à fait. C'est pour le restaurant scolaire sur ce groupe scolaire, donc qui se réalise en 3 tranches. Il y avait 2 tranches fermes, une optionnelle, et le restaurant scolaire, bien sûr, est indissociable du projet. On est obligé d'aller au bout pour que ce projet-là ait un sens, pour que ça fasse sens sur la finalisation. Et donc c'est effectivement une tranche qui n'est pas anodine, puisque c'est un bâtiment construit complètement neuf, avec les équipements des nouvelles obligations sanitaires, de toute la préparation de la restauration, puisqu'on est encore sur une structure qui prépare et qui confectionne complètement les repas pour l'ensemble des élèves à la cantine, à peu près entre 75 et 80 personnes qui se restaurent. Et enfin, un fonds de concours de 15 000 € pour la commune de Primorieux pour un véhicule réfrigéré pour accompagner le transport des repas de la future cantine qui sera inaugurée demain soir donc à Primorieux. Donc en fait, ça sera la 2e année consécutive que le montant des fonds de concours alloués dépassera 1 million d'euros. Donc on est bien dans le respect de l'engagement que nous avions pris lors de notre débat financier, vous savez, au moment où on avait choisi
de faire évoluer un petit peu la fiscalité. Donc les conséquences étaient à la fois des engagements sur la voirie et sur des travaux supplémentaires sur l'année 2024, et donc un coup de pouce au fonds de concours 2024 aussi, qui se prolonge donc en 2025. Je crois que c'est encore une belle preuve de la réciprocité de notre pacte de fonctionnement collectif et solidaire entre les communes et la ville de Bergerac et l'ensemble de notre territoire. Tant qu'on peut le faire, profitons-en. Y a-t-il des questions sur ces fonds de concours? Il n'y en a pas. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Merci beaucoup de cette belle unanimité. Le point suivant, il s'agit de parler de l'abattoir de Bergerac. Le premier point, il s'agit de désigner un représentant pour l'Assemblée générale. Donc, vous savez, il y a un conseil d'administration et une Assemblée générale, et on a besoin d'avoir une personne pour nous représenter lors de cette Assemblée générale. Et je voulais vous proposer la candidature de M. Pascal Gabast, qui suit ce dossier de manière très précise et qui c'est assez familier pour lui, dans le cadre de son activité professionnelle, de se préoccuper de ces questions sanitaires et agricoles. Donc, je voulais vous proposer cette candidature. Si vous n'y voyez pas d'objection, s'il y a d'autres candidatures ou si quelqu'un s'y oppose, c'est le moment de le faire savoir. Personne n'a d'objection par rapport à ça? Personne n'est contre? Personne s'abstient? Écoutez, adopté, merci beaucoup. C'est un sujet assez compliqué, hein, on s'y emploie, et c'est le point suivant. Donc cet abattoir, il est géré par une SEM, vous le savez maintenant, qui, comme tous les abattoirs, a un certain nombre de difficultés qu'on essaie de surmonter. Donc avec beaucoup d'implications et de réunions avec les différents acteurs. Nous avions fait déjà une avance en compte courant, hein, c'est le jargon de la SEM qui le dit comme ça. La ville de Bergerac, la CAB et le département de la Dordogne pour soutenir à la fois la trésorerie et accompagner le fonctionnement de la SEM. Donc aujourd'hui, pas vous reprendre et vous retracer les règles d'un fonctionnement d'une SEM, c'est trop compliqué, je serais même incapable pour être honnête, même si je maîtrise à peu près. Donc il est important pour nous, dans une première étape, de transformer cette avance en compte courant en capital pour consolider, puisqu'on doit imputer les pertes de la société qui se montent à plus de 400 000 euros, donc avec un reste de part de 8 000 euros, ce qui est bien insuffisant. Donc il convient de faire remonter cette avance en compte courant en capital. Donc vous avez les montants. 100 000 euros pour la CAP, 100 000 euros pour la ville de Bergerac et 80 000 euros pour le département, qui souhaite rester à hauteur du nombre de parts et du pourcentage de parts qu'il a dans la société. Donc c'est la proposition 1. Donc, et ensuite, il sera nécessaire de refaire à nouveau une capitalisation pour sécuriser les 2 années qui viennent, qui seront déterminantes pour la société, puisqu'on va devoir attendre avec impatience la réalisation de l'atelier de découpe qui est en cours. On a vu l'appel d'offres passer dans la presse, donc c'est en cours. Et le deuxième étage de la fusée, c'est améliorer la compétitivité de l'outil avec une rénovation, une mise aux normes assez importante qui doit se faire aussi dans les mois qui viennent. Et le plus vite sera le mieux pour récupérer justement de la compétitivité. Et donc, il sera nécessaire. Donc, vous avez bien compris, cette délibération nous propose de nous engager à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est 100 000 euros de transformation d'avance en compte courant en capital, et de nous autoriser, si à la suite de l'Assemblée générale extraordinaire de mercredi, les acteurs décident la continuité de l'activité, ce qui ne fait pas l'ombre d'un doute, de préparer d'ores et déjà 100 000 euros d'augmentation du capital supplémentaire, ce qui a été convenu avec l'ensemble des acteurs, pour permettre, avec une certaine relative sérénité, la mise en place des 2 rénovations dont je vous ai parlé tout à l'heure. La première, l'atelier de découpe apportant une recette et une synergie d'activité sur le site, puisque une fois que l'atelier de découpe sera en exploitation, il apportera à peu près un peu plus de 60 000 euros de recettes. Et puis l'amélioration de
de la productivité de l'outil permettra aussi de faire quelques dizaines de milliers d'euros d'économies sur les exercices de fonctionnement suivants, ce qui nous permet d'espérer un retour à meilleure fortune en tout cas. Voilà moi ce que je peux vous dire par rapport à ce dossier qui avance bien. Je dois souligner quand même la participation, vous savez, dans ces opérations de transformation d'avance en compte courant ou de recapitalisation, nous avons besoin d'avoir un accompagnement des apporteurs privés ou d'acteurs privés. En l'occurrence, vous l'avez lu, il s'agit d'Asseldor, c'est une association de producteurs, d'éleveurs, donc qui a confirmé son engagement pour la première partie de l'opération, et les discussions sont en cours pour la capitalisation à venir, soit avec Asseldor, soit avec des organismes bancaires. Les discussions sont en cours sur ce sujet. Voilà moi ce que je peux vous dire, et je suis prêt, avec sans doute le maire de Bergerac, à répondre à vos questions si vous en avez. Je vous ai dit une bêtise parce que ça a évolué beaucoup. En fait, le département va transformer ces 100 000 euros d'avance en capital, 100 000 euros et pas 80 000 euros comme je vous disais tout à l'heure. Et là, sur la deuxième phase de l'opération, ne mettra que 60 000, ce qui fera 80 et 80, si vous voulez, correspondant au montant initial de sa participation. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ou quelqu'un veut prendre la parole pour Pascal, peut-être? Merci, Président. Donc, juste apporter quelques éléments de réflexion et on est conscient de la difficulté que traverse cet outil-là. C'est pas le seul. Hein. Aujourd'hui, on a tous entendu parler de la fermeture de l'abattoir de Bazas, s'insérer en difficulté, Chalet en difficulté. Donc, ce sont des outils qui restent fragiles. Alors, pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, il y a deux façons de gérer des outils en agriculture, comme dans le monde économique. Soit ce sont des filières qui sont très rationnelles, mais par contre avec des règles très strictes et qui ne permettent pas forcément l'accès à tous les agriculteurs à ces abattoirs-là, où on a des abattoirs de type, comme on connaît à Bergerac, où il y a l'intervention du domaine public qui permet d'abattre de façon moins rationnelle, de façon moins importante et de façon beaucoup plus diversifiée, multi-espèces. Ça, c'est déjà un handicap propre à ces outils-là, où on est dans quelque chose de moins rationnel économiquement, ce qui explique aussi la difficulté. L'outil de Bergerac, je voudrais juste rappeler que c'est environ 50 apporteurs, une centaine de clients, donc ça n'est pas rien pour le territoire. Ça œuvre aussi, vous le savez tous, à notre aménagement du territoire. L'élevage nous donne des paysages tels qu'on les connaît, plutôt agréables. On a envie de venir en Bergeracois. Voilà, c'était juste ces quelques éléments. Merci, Président. Merci, Pascal. D'autres interventions? Il n'y en a pas. Est-ce que quelqu'un est contre cette proposition de délibération de participation? Personne ne s'abstient. Merci beaucoup. C'est un sujet majeur pour l'agriculture et l'élevage en Dordogne. Le point suivant, il s'agit d'attribution de délégation par le Conseil communautaire. C'est des modifications de celle-ci au président. Oui, donc il s'agit des attributions de délégation par le Conseil communautaire aux présidences et il s'agit d'une modification. Nous avons eu une délibération le 7 juillet dernier qui modifiait la liste des délégations du Conseil communautaire au président et notamment l'article 16, c'est-à-dire afin de pouvoir dédommager les tiers. Il est cependant nécessaire de préciser à la demande de la direction des finances publiques que les cas définis dans cet alinéa concernant tous les remboursements à effectuer en direct auprès d'un tiers montant inférieur à 5 000 euros, dans le cas d'un sinistre subi par ce dernier et pour lequel la responsabilité de la communauté est engagée. Donc les sinistres concernés par cette mesure doivent trouver leur origine sur le domaine public, d'intérêt communautaire ou de domaine privé de la communauté. Pour permettre le remboursement, le sinistré devra fournir donc une réclamation écrite, complétée éventuellement du constat, une déclaration de non prise en charge de l'assurance, une facture acquittée et un RIB. Voilà, et donc il est proposé au Conseil communautaire d'autoriser le président à indemniser des tiers suite à des sinistres dans les conditions énumérées ci-dessus. Merci Pascal. Y a-t-il des demandes de précision? Il n'y en a pas. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté. Merci beaucoup. On va passer au point suivant. Espace étincelle, avenant numéro 2 au contrat de délégation de service public. Cyril, tu
Tu as pas parole. Bonsoir Président, bonsoir à tous. Donc nous proposons à la signature un avenant pour le contrat délégation de service public pour l'espace étincelle avec Alliance CEB. Donc il s'agit en fait considérant que l'article 5 du dit contrat prévoyait un avenant pour l'élaboration d'un tableau de bord, article 37, afin de présenter les données techniques et économiques que le délégant demande au délégataire de suivre semestriellement. Donc vous aviez en annexe un tableau qui vous était présenté avec une trentaine de critères qui permettent de noter et s'assurer que les demandes qui ont été faites dans le cadre de cette délégation de service public soient respectées. Et donc il y a notamment des items suivants: fonctionnement des équipements comprenant 3 rubriques, typologie des salles par surface, typologie des salles par espace, maintenance, fréquentation des équipements sur la base du provisionnel et de programmation, satisfaction des usagers sur la base des enquêtes de satisfaction réalisées par le délégataire, personnel Alliance CEB sur la base de données à fournir par le délégataire, compte de résultats synthétiques sur la période sur la base annexe 13 et autres indicateurs, redevances d'affermage et intéressement. Ce tableau de bord est complété par 2 autres tableaux. Et il devra être rempli et remis semestriellement, sachant que les indicateurs pourront évoluer avec le temps si effectivement certains n'étaient pas jugés tout à fait logiques et si d'autres venaient à apporter des améliorations. Donc les membres du Conseil communautaire seront invités à approuver l'avenant numéro 2 en contrat de délégation de service public proposant l'intégration du tableau de bord en annexe 11. Et si vous me le permettez, Président, je souhaitais ajouter 2 éléments concernant le centre événementiel. Bon, c'est le premier conseil communautaire, me semble-t-il, que l'on fait depuis l'inauguration. Donc c'est avec un certain plaisir, je crois, que nous avons tous inauguré cet espace événementiel. Alors certes, ce n'était pas Alliance CEB qui portait le projet, mais Alliance CEB nous a aidés dans tous les cas dans l'organisation. Et donc la réussite de cette soirée passe aussi par eux et je tenais à les en remercier. Et surtout, deuxième événement, la CAB est partenaire le 15 novembre prochain d'un forum de l'emploi et de la reconversion qui se déroulera à l'espace étincelle. Donc dans l'ensemble de l'espace étincelle, aussi bien dans la grande salle que dans les 4 salles de l'espace Daniel Rabat. Donc voilà, je vous invite tous et toutes à donner cette information auprès de vos différents administrés, puisque cela va permettre de mettre en avant les offres d'emploi qui sont à pourvoir sur le Bergeracois, et il y en a quand même quelques-unes en ce moment. Et j'en profite pour vous indiquer que la CAP sera présente sur ce site, sur cet événement en tenant un stand où nous présenterons premièrement Bergerac Entreprendre, le dispositif qui est à destination des entreprises quand elles sont des porteurs de projets pour monter une entreprise, donc dans la notion guichet unique. Et nous avons demandé également aux communes composant la collectivité d'agglo ainsi qu'à la CAB de diffuser les offres d'emploi qui sont actuellement en cours dans nos différentes collectivités, de manière à montrer qu'il existe aussi des emplois dans le secteur public et qu'il y a une certaine diversité de nos métiers. Voilà, je vous remercie, Président. Merci Cyril de ces précisions. On me demande si on a besoin d'avoir des permanences d'élus sur le stand ou... Alors non, ça sera des agents qui tiendront la permanence, mais les élus seront bien entendu accueillis avec plaisir. Moi j'y serai une partie de la journée, mais si les élus veulent venir, ça sera avec plaisir, parce que surtout si vous avez des annonces à proposer. Et j'en profite, merci de me, pour vous signaler qu'à cette occasion, la mission locale fêtera les 10 ans du pli. Et donc il y a une conférence qui sera organisée de souvenir à 16h30 le samedi 15 novembre et où donc vous aurez la possibilité de venir écouter et participer à cet anniversaire puisque nous fêterons les 10 ans. Voilà, merci Président. Merci Cyril. Donc est-ce que vous êtes d'accord pour approuver cet avenant? Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté, merci beaucoup. On va parler de la signature de convention tripartite entre la CAB, le Théâtre du Roi de Cœur et les communes de la CAB. Serge, tu nous rapportes. Merci Président. Afin de soutenir la culture en milieu rural, la CAB accompagne les communes qui souhaitent programmer la compagnie du Théâtre du Roi de Cœur. Et ça s'est passé, je suppose, durant la fin de l'été. Les communes concernées sont Montfaucon, Saint-Pierre-d'Hérault, Pomport, Saint-Georges de Blancanet. La CAB participe à la hauteur de 750 € pour chaque commune.
Les conventions annexées précisent les conditions tarifaires et techniques de ces prestations et nous sommes invités à autoriser le président à signer les conventions tripartites et à autoriser le versement à la compagnie du théâtre du Roi de Cœur, le TROC. Merci Serge. Est-ce que quelqu'un est con? Oui, Georges? Oui, simplement, je vois Montfaucon, Saint-Pierre-des-Hérault, Pomport, Saint-Georges. Il y a Bougnac aussi qui a bénéficié de cette venue du théâtre du Roi de Cœur avec. C'était avant? Ouais, je crois que c'était avant. C'est une deuxième partie. Le deuxième tour. Très bien. Merci de le rappeler quand même. Ouais. J'ai eu peur que tu sois contre. J'ai dit quand même. Non. Là, c'était pas possible. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. On va revenir sur le ponton du sport nautique. Jean-François. Merci, Monsieur le Président. Par courrier, l'association du sport nautique de Bergerac a sollicité la communauté d'agglomération bergeracoise pour une demande de subvention exceptionnelle. En effet, le club a eu l'opportunité d'acquérir un ponton neuf composé de passerelles utilisées aux Jeux Olympiques de Paris 2024 pour la somme de 55 000 €. Ces équipements remplacent un ponton datant des années 80. Le nouvel équipement plus sûr et aux normes permet d'accueillir les adhérents du club, bien sûr, mais aussi les collégiens, les lycéens et plus récemment les rameurs en situation de handicap. C'est pourquoi il est proposé de verser au sport nautique bergeracois une subvention exceptionnelle de 10 000 € pour aider au financement de ces équipements. Nous sommes donc invités à approuver l'attribution d'une subvention exceptionnelle de 10 000 € au sport nautique bergeracois et d'autoriser le président à inscrire les crédits correspondants au budget. Merci Jean-François. Pas d'objection. Juste, donc le ponton est installé, il a été inauguré en présence de la ville de Bergerac. Donc il fait effet actuellement. Merci. Merci Jean-François. Est-ce que personne n'est contre? Personne ne s'abstient? Merci beaucoup. On va parler contrat territorial global. Michel, tu nous parles de la signature de la convention. Merci Président. Bonsoir à tous. Effectivement, la convention actuelle s'arrête au 31 décembre 2025. Donc, pour maintenir les financements, il est donc nécessaire de reconduire cette convention avec la caisse d'allocation familiale. Cette convention est signée entre la CAF, bien sûr, la MSA, la communauté d'agglomération bergeracoise et les communes de Bergerac, Gardonne, Lamonzie, Saint-Martin, Lembras, Prigonrieux et Sigoulès et Flaujac. La CAB, en sa qualité de PCI, est désignée gestionnaire du pilotage. Il est donc demandé aux membres du conseil communautaire d'autoriser le président à signer cette convention pour 2026-2031. Merci Michel. Y a-t-il des questions? Il s'agit des multiples partenariats que nous avons avec ces acteurs qui nous aident vraiment beaucoup sur toutes les actions qui sont menées dans ce domaine-là. Donc je tiens vraiment à le saluer parce que c'est un partenariat qui fonctionne très très bien. Donc c'est pour ça qu'on passe régulièrement de nouvelles délibérations qui font évoluer ces partenariats et ces conventions. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté. Merci beaucoup. On est dans le cadre de la modification du projet social et de développement durable des établissements d'accueil des jeunes enfants. Et Michel, tu conserves la parole. Oui, je continue. Donc effectivement, il convient de modifier le projet social et de développement durable des EASJE, puisqu'il y a création de la crèche à Lamonzie Saint-Martin. Dans ce projet, dans le titre 2, qui concerne l'accueil des jeunes enfants, au paragraphe 2.2, les établissements d'accueil du jeune enfant, il y avait donc la liste des différents établissements. Le nombre de places est modifié. Il va passer de 226 à 256. Et le nombre, bien sûr, d'établissements passe de 8 à 9. Vous avez dû le voir dans l'annexe, la crèche donc, de Lamonzie Saint-Martin portera le nom de les Martins Pêcheurs, près de la Dordogne. Les membres du conseil communautaire sont invités à approuver donc ce nom et
également l'ouverture de la nouvelle crèche en modifiant le projet social et de développement durable. Merci Michel. Y a-t-il des interventions? Monsieur le maire, content d'avoir une nouvelle crèche? Oui, je suis très content d'avoir la crèche, mais c'est vrai qu'on aurait pu l'appeler, puisqu'on a la ligne de chemin de fer qui passe à côté, mais la Dordogne, c'est plus joli. C'est un beau nom que m'a soufflé Élise il y a quelque temps, les Martins pêcheurs, parce qu'effectivement, il y a la Dordogne, et la Dordogne traverse notre commune, enfin, touche notre commune sur 10 km, donc je pense que Catherine Laroche est tout à fait d'accord, puisque c'est mon adjointe aux affaires sociales et enfants. Donc, merci pour ce nom. Merci Thierry. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Est-ce que quelqu'un est contre cette délibération? S'abstient? Oui, Georges? Oui, juste une question. Est-ce que ce nom avait été adopté dans un projet de territoire auparavant? Les joueurs, c'est bien. C'est bien de dédramatiser tout ça. On confirme bien l'unanimité sur cette délibération. Oui. Catherine. Non, c'est une question. Non, mais c'est une question. C'est une question. C'est en fait quand un maire ou une équipe doit donner un nom à une structure qui est communale, ça doit passer par le vote de la CAB. C'est une structure communautaire. Ah, d'accord, ok. C'est une structure communautaire. On est dans la compétence. Heureusement qu'on est d'accord sur les Martins pêcheurs. Donc, tout le monde est bien d'accord. Ok. Allez, on passe au point suivant. On est donc sur la modification du règlement de fonctionnement des établissements d'accueil des jeunes enfants, comme souvent d'ailleurs. Voilà, donc toujours en relation avec la création de la crèche de la Monzie-Saint-Martin, les Martins pêcheurs. Dans ce règlement intérieur, il faut ajouter dans le titre 1 et les généralités l'ajout, bien sûr, de cette crèche de 30 places, les Martins pêcheurs. Et également, dans le titre 8, qui concerne les horaires d'ouverture et de fermeture des établissements, il est indiqué que les Martins pêcheurs donc, sont ouverts du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. Donc les membres du Conseil communautaire sont invités à approuver ces modifications. Merci beaucoup. Pas de questions, j'imagine. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté. On poursuit avec l'attribution d'une subvention à l'association French Tech Périgord-Vallée. Cyril, tu as la parole. Merci Président. Donc comme l'an dernier, nous proposons d'accorder une subvention à l'association French Tech Périgord-Vallée, considérant que la labellisation French Tech est une dynamique autour d'un programme d'action porté par des chefs d'entreprise qui contribuent à faire du territoire un lieu où les startups peuvent naître, se développer et connaître un succès à l'international. Différents événements ont été organisés en 2024 sur notre territoire, le club de l'innovation, des ateliers, le Business Industry Day le 21 novembre 2024, dont la prochaine édition aura lieu le 20 novembre 2025, au Crédit Agricole, me semble-t-il. Donc voilà. Pour 2025, le budget prévisionnel de l'association est le suivant. Donc ils ont des totals de dépenses à hauteur de 77 500 €. Et donc ils nous demandent une subvention à hauteur de 7 500 €, tout comme le département, tandis que le Grand Périgueux est à 15 000 €. Voilà. Les membres du conseil communautaire sont invités à valider le montant de la subvention de la CAB à la French Tech Périgord-Vallée à hauteur de 7 500 € pour 2025 et à autoriser le président à signer les documents se rapportant à cette opération. Merci Cyril. Y a-t-il des questions? Subvention qui est un peu à la baisse par rapport à l'année dernière. Personne n'est contre, personne ne s'abstient. Adopté, merci beaucoup. On continue Cyril avec des subventions à la ville de Bergerac dans le cadre du fonctionnement du campus connecté. Alors effectivement, cette fois-ci ça concerne le campus connecté Bergerac Sud Périgord, qui propose depuis le 1er septembre 2021 une offre de formation universitaire complète et à distance pour le territoire bergeracois, tous les diplômes de l'enseignement supérieur étant accessibles. La création du campus connecté s'inscrit dans l'action économique de la CAB visant à renforcer l'employabilité et permettant aux jeunes de rester sur le territoire. La CAB a octroyé à la ville de Bergerac par délibération du 8 novembre 2021 un fonds de concours de 10 000 € par an dans le cadre de cette opération. Et donc il s'agit donc d'un renouvellement.
Le projet bénéficie également d'un accompagnement financier du département et du programme d'investissement d'avenir. Compte tenu des enjeux économiques et sociaux de cette opération, la CAP propose de participer au financement du projet à hauteur de 10 000 € pour l'année 2025. Il sera donc proposé aux membres du conseil communautaire à autoriser la CAB à accorder pour 2025 une subvention de 10 000 € à la ville de Bergerac pour le fonctionnement du campus connecté et à autoriser le président de la CAB à signer tous les documents se rapportant à ce dossier. J'en profite pour indiquer que le campus se développe petit à petit, qu'on accueille de plus en plus d'étudiants sur cette structure qui correspond globalement à un besoin que certains jeunes du territoire avaient, puisqu'on connaît tous les problématiques de coûts de logement, notamment dans les métropoles telles que Bordeaux, Limoges, Toulouse. Et donc, effectivement, le fait de pouvoir proposer une formation variée et toutes les formations possibles dans le cadre du campus permet effectivement de répondre en partie à ce besoin. Voilà. Merci Cyril. On confirme notre engagement aux côtés de la ville de Bergerac dans le cadre de la formation et de ce projet qui est un projet important pour le territoire et c'est tout à fait légitime de s'associer à cette démarche. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté. Merci beaucoup. On va parler d'aide à l'investissement, une série de projets. Jonathan, tu as la parole. Merci Président. Alors d'abord, Benjamin Batoka, qui a créé une boucherie artisanale sur la commune de Prigonrieux. Il a des investissements prévus à environ 165 000 €, dont 10 000 de travaux d'aménagement. Et la CAP pourrait intervenir à hauteur de 2 152,80 €. Ensuite, sur la commune de Gardonne, il s'agit d'Amandine Moreau qui souhaite créer un salon de coiffure, l'Atelier de l'âme. Les investissements prévus 10 810 €, dont 3 000 de travaux d'aménagement, 6 000 d'équipements matériels. La CAP pourrait intervenir à hauteur de 1 864 €. Ensuite, sur la commune de Moulédier, c'est mesdames Manuela et Jennifer Penaud qui souhaitent moderniser, diversifier l'activité Sodibio qui est déjà installée dans le bourg de la commune en créant une partie crêperie. Un investissement total à 10 950 €, dont 4 900 de travaux d'aménagement. La CAP pourrait donc intervenir à hauteur de 1 044 €. Et enfin, il s'agit de Madame Patricia Autier qui crée dans un local communal le Pomme Café Boutique. On est sur la commune de La Force avec un investissement matériel total à 9 173 €. La CAP pourrait donc intervenir à hauteur de 1 600 € sur tous les investissements matériels conformément au plan de financement. Vous avez l'ensemble des plans de financement qui vous sont présentés et donc on vous propose d'autoriser la CAB à accorder les subventions dont je viens d'évoquer pour la boucherie Batoka Benjamin, Amandine Moreau, SRL Sodibio et Pomme Café Boutique. Merci. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté. Merci beaucoup. On va parler des fonds de concours des logements sociaux. Fatia Bancal à la parole. Merci, Président. Donc, le fonds de concours Habitat a pour objectif de soutenir et développer le parc locatif social sur le territoire intercommunal dans une perspective de mixité sociale et de diversification de l'offre d'habitat pour les concitoyens. Pour l'année 2025, 14 dossiers ont été examinés. Tous ont reçu l'agrément de financement du conseil départemental délégataire des aides à la pierre. Ces projets sont pleinement conformes au PLUiHD de la CAB, notamment ce qui concerne la répartition et l'équilibre du logement sur l'ensemble des 38 communes. Cette année, la priorité a été donnée aux opérations terminées ou livrées ainsi qu'à celles dont les travaux de gros œuvres ont été déjà engagés. Ainsi, 4 opérations ont été soldées, les travaux étant achevés ou les logements livrés pour un montant total de 108 000 €, soit 3 000 € de subvention par logement. Donc les 4 opérations soldées se situent sur Prigorieux à la résidence du Verger, Bergerac, avenue rue Valdec-Rousseau, excusez-moi, Bergerac, route de la Force et Bergerac, place Gambetta. Merci. 9 autres dossiers sont actuellement en cours pour un montant total de subvention de 100 600 €. Concernant l'opération située sur la commune du Flé,
porté initialement par le promoteur Next City. Un acompte de 300 000 € a été versé. Le solde sera attribué au bailleur repreneur. Il est donc prévu que ce dossier soit réexaminé au cours de l'année 2026 pour un versement complémentaire en 2027. Donc là, vous voyez tous les projets que nous avons, ces 9 dossiers, donc qui se situent sur Bergerac, sur Creys, sur Cours de Pile, et notamment sur un projet sur Bergerac, où nous avons répondu à une demande précise qui est venue, que ce soit des lycées, que ce soit lors de commissions d'attribution, en ce qui concerne cette résidence jeune, qui est très particulière car elle propose de très petits logements T1 et T2. Ces logements sont livrés clé en main avec des bails modulables, à savoir que si un jeune est inscrit dans une formation avec des semaines de formation sur Bergerac, il pourra avoir la semaine qu'il souhaite sur toute l'année scolaire. Donc voilà, ce qui n'était pas le cas puisque la plupart des étudiants ou des personnes qui venaient faire des saisons sur le Grand Bergeracois devaient louer et ne pas avoir forcément des avantages sociaux et de l'habitat. Ces jeunes, ces personnes pourront avoir accès, bien évidemment, à une aide comme tout logement social. Le plus, c'est que ces logements sont complètement meublés et l'accès au Wi-Fi est aussi... si je m'en souviens bien de cette réunion avec le conseil départemental, la Wi-Fi est aussi fournie. Donc, ce qui propose bien évidemment un loyer qui est un petit peu plus cher que le loyer des logements sociaux traditionnels. Mais il y a les fluides, il y a le meuble, et il faut savoir que le jeune ou le saisonnier n'arrivera qu'avec ses bagages. Voilà. Donc, Creys, voilà, des cours de pile. Donc, il y en a sur un total de 9 dossiers. Je rappelle que la CAB fournit une subvention de 3 000 € par logement social. Donc, il est proposé aux membres du conseil communautaire à approuver l'attribution de 13 fonds de concours habitat au titre de l'année 2025 pour un montant total de 208 600 €. Vous envoyez le détail et autoriser le président à signer l'ensemble des documents relatifs à ces dossiers. Merci. Merci Fatia. Oui, Catherine. Oui, c'est pour une vérification. Là, une image est arrivée sur Bergerac, sur la place Gambetta, on voyait le riche. C'est une erreur. C'est pas, Mesolia n'a pas fait. Au-dessus du riche, ce ne sont pas des appartements. Je vais laisser la parole à Monsieur le maire, qui est le président aussi d'Urbalis. J'ai une chose, c'est simplement ça, c'est que... Non, à mon avis, c'est pas la bonne photo. C'est Ah, l'immeuble qui d'accord. est un petit peu plus sur sa gauche. Oui, je vois très bien. C'était l'ancien hôtel des ventes. Ok, donc voilà, c'est cette photo-là qui ne correspondait pas à ça. Et l'autre information, tout de même, sur l'exemple des propositions d'habitation pour les jeunes qui vont venir. Il y a une démarche maintenant, c'est qu'on les équipe plus du Wi-Fi, et donc ça baisse aussi peut-être le tarif, c'est que les jeunes se déplacent avec leur propre, d'endroit à endroit où ils vont, avec leur propre, pas cartouche, mais système connexion qui est la leur, et ça fait baisser peut-être le prix du loyer et de ne pas être obligé d'équiper les établissements. C'était une proposition globale du promoteur. C'est-à-dire que
Yelom, la résidence jeune, c'est le packaging qu'il propose ainsi. Voilà, puisque je ne suis pas allée dans le détail, mais il y a la machine à laver, il y a tout ça. Le principe, c'est que le jeune, c'est une forme d'équité entre jeunes. Le président parlait de difficultés, non, c'est Cyril, pardon, excuse-moi, parlait de difficultés de logement. On peut en constater aussi sur le Bergeracois pour des jeunes qui ont du mal à se loger et qui viennent une semaine par mois. Donc, c'était la proposition de ce promoteur de livrer ce genre de résidence. Oui, Hélène. Moi, j'ai une question sur les 9 derniers dossiers. En fait, sur les premiers, donc effectivement, les demandes de subvention s'élèvent à 3 000 € par logement et on voit que aujourd'hui, on va voter le solde. Par contre, sur les 9 derniers, il y a un montant qui est demandé par les promoteurs et la phrase dit « pour cette opération, il sera attribué de temps ». Qui ne correspond pas au montant demandé. Donc je voulais savoir si à l'avenir il y aura des compléments quand les logements seront livrés en fait. C'est exactement ça. En fait, le versement a lieu en plusieurs fois. Donc on est toujours sur l'application du règlement d'intervention de 3 000 € par logement qui a été rappelé tout à l'heure. Donc il ne vous aura pas échappé qu'on passe d'une enveloppe de 100 000 € par an à plus de 200 cette année et qui sera encore plus importante l'année prochaine puisqu'elle sera de l'ordre de précisément 327 000 € l'année prochaine. Et donc il y a une inflation tout à fait légitime puisque le nombre de demandes de logements sociaux, pas que de logements sociaux, mais on sait pertinemment, et c'est une vraie préoccupation que nous avons sur le logement en général et particulièrement sur le logement social, puisque dans les années 2020 à peu près, avant et juste après, on était aux environs de 5 000 logements non attribués, 5 demandes non satisfaites. On est passé en 2025 à plus de 9 000 demandes non satisfaites. Donc il y a une explosion phénoménale du problème. Ça, c'est un élément national, régional, et donc le Bergeracois n'échappe pas à cette règle. Et du coup, ça se confronte aussi, cette situation, cette réalité, ce télescope avec la difficulté des bailleurs sociaux que vous connaissez tous, et de l'augmentation du coût de la construction et du coût du crédit pour justement réaliser ces logements. Donc on a un effet ciseau là aussi qui se développe. Sur le Bergeracois, donc on était à 1656 demandes non satisfaites en 2024. Donc vous voyez que le nombre est important. Ça représentait 22% du département. Et donc on a une vraie difficulté. Donc on devra s'interroger sur la manière dont nous allons continuer à permettre la création et surtout derrière tout ça, c'est l'équilibre économique des opérations qui se joue à travers ces fonds de concours, peut-être avec d'autres associations de financement entre les communes et la CAB. J'en sais rien, c'est des pistes qu'il faudra trouver, ou peut-être aussi quelques astuces de fonds de concours supplémentaires sur des opérations pour justement, parce qu'on sait que ce qui pèse le plus dans ces opérations-là, ce sont les opérations d'infrastructures lourdes comme la voirie et les réseaux dans ces opérations-là. Donc il faudra être très attentif par rapport à ces situations-là, parce que on a pas mal de dossiers qui sont en cours d'instruction et qui devront bénéficier probablement dans les mois qui viennent du régime de 3 000 € par logement. On est à près d'1 million aujourd'hui sur les dernières années investis par la CAP dans le logement, donc c'est pas neutre. Et c'est un sujet majeur pour nous, parce que si on veut des populations, il faut aussi pouvoir les loger correctement. Donc on a un vrai sujet qui n'est pas particulier à Bergerac, mais qui doit nous préoccuper tous, c'est comment on cale justement l'objectif d'atteindre cet équilibre économique des opérations. Et je termine. L'autre point, c'est-à-dire qu'on avait précédemment seulement 2 bailleurs qui intervenaient principalement sur notre territoire. Et donc aujourd'hui, il y en a 3 ou 4 qui sont venus compléter des opérations. La demande pour faire des opérations, preuve que notre territoire est attractif. Et du coup, c'est vrai que ça nous amène aussi dans un emballement un petit peu des moyens nécessaires à accompagner ces opérations.
et c'est tout à fait légitime. Voilà pour compléter cette présentation. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Est-ce que quelqu'un est contre? Quelqu'un s'abstient? Personne. Merci beaucoup. C'est un sujet important. Je rappelle que les membres d'urbanisme ne participent pas au vote. Et on va passer à la délibération suivante. Il s'agit de l'approbation de la déclaration de projet pour la mise en compatibilité du PLUI avec le projet de la Tilleraie. Monsieur Bordelin. Monsieur le Président, merci et bonsoir à tous. Et si vous me permettez, avant de parler de mon dossier, je m'adresse aussi à Fatia, puisqu'on a parlé beaucoup d'habitat. Puisque Cyril Goubi tout à l'heure a fait la pub pour le salon de l'emploi, moi je fais la pub pour le salon de l'habitat qui aura lieu ce week-end, les 7, 8 et 9 novembre, aussi à l'espace Étincelle, avec un stand tenu par la CAB. Donc voilà, donc si vous voulez venir parler d'habitat à l'espace Étincelle, il faut en profiter. Bon, je passe maintenant à mon dossier, donc approbation de la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLUI H de la CAB pour le projet de la Tilleraie. Bon, je ne vais pas vous lire tous les attendus puisque ce sont des choses qui sont déjà connues et surtout il y avait une délibération le 10 mars 2025 qui avait emporté mise en compatibilité et qui avait été prescrite surtout pour lancer l'enquête publique qui devait avoir lieu obligatoirement par la procédure pour la création donc de ce centre d'hôtel de balnéothérapie afin de compléter l'offre existante sur le domaine de la Tilleraie à Bergerac. Donc cette enquête publique a eu lieu du 18 août au 18 septembre 2025 et rapport et conclusions et avis motivés du commissaire enquêteur ont été favorables avec donc un avis favorable à la déclaration du projet emportant mise en compatibilité du PLUI HD. Donc je rappelle, je ne sais pas si on a des éléments, voilà, donc c'est la création en fin de compte d'une zone AUT qui concernera donc spécifiquement le projet qui est porté par l'investisseur de la Tilleraie. Ce projet donc c'est un hôtel 5 étoiles. Voilà, vous l'avez là. Hôtel 5 étoiles de 50 chambres, galerie d'exposition, 2200 mètres carrés. Un restaurant gastronomique avec terrasse, 300 mètres carrés. Un centre de balnéothérapie avec le spa, bien-être et piscine de 790 mètres carrés. La réhabilitation du château que l'on voit là, ici en orange. Et les aménagements extérieurs paysagers. Et création d'un parking de 44 places. Donc c'est un projet très important pour notre territoire en matière de tourisme. C'est un projet très important pour l'investisseur qui le porte, puisque nous sommes à près de 12 millions d'investissements pour cette opération. Et donc, il me semble important, effectivement, que nous soyons favorables à cette opération, dont les membres du Conseil communautaire sont appelés à prendre acte du rapport, des conclusions et de l'avis motivé favorable émis par le commissaire enquêteur à l'issue de l'enquête publique, assorti d'aucune réserve ni recommandation, approuver la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLUI HD portant sur le projet du château La Tilleraie à Bergerac, tel que présenté dans le dossier annexé à la présente délibération. Autoriser bien sûr le président à signer tous les documents afférents, dont cette délibération après fera l'objet de toutes les formalités, y compris les mesures d'affichage qui sont rappelées dans le corps de la délibération. Voilà, Monsieur le Président. Merci, Christian. Sur ce dossier, c'est une première sur les CAB. Projet de ce type-là, et je veux saluer vraiment l'implication des services de l'État qui ont été très réactifs, notamment M. le sous-préfet qui a tout de suite compris l'importance et les enjeux qu'il pouvait y avoir dans la complémentarité de cette réalisation par rapport à l'espace Étincelle, par exemple, et d'autres sites sur notre territoire. Donc ça, je veux vraiment le saluer parce que c'est pas toujours le cas et donc on peut dire quand ça va aussi. Et je veux saluer aussi l'excellente collaboration qu'il y a eu avec le pétitionnaire et les services de la CAB, justement, pour faire avancer ce dossier qui a été une exemplarité rare. Voilà, donc c'est vrai que ça s'est bien passé. Je suis heureux de constater que le commissaire enquêteur a émis un avis très favorable au dossier. Donc vraiment,
pour l'instant un sans faute sur ce dossier. Ça fait bien plaisir parce qu'on sera amené, je l'espère en tout cas, à faire évoluer d'autres dossiers dans la matière économique, notamment, je vous en dis pas plus, pour des développements d'entreprises, et c'est de bon augure. Alors ça va pas être systématique, hein, c'est vraiment des cas très exceptionnels sur des enjeux très particuliers qui doivent permettre de déroger, et c'est des cartes dont dispose le préfet qui permet justement au territoire de continuer à se développer sans être bloqué ad vitam aeternam. Voilà. Y a-t-il des questions? Et j'en profite effectivement pour remercier, Président, j'en profite aussi pour remercier effectivement les services de la CAP, comme tu l'as dit, et Fabienne qui a bien suivi ce dossier. Voilà. Merci Christian. Pas de questions, c'est assez clair. Personne n'est contre, personne ne s'abstient. Écoutez, merci beaucoup de cette approbation. On va parler de l'acquisition des locaux de la Châtaigneraie. Vous savez, on est locataire de certaines parties des locaux à la CAB, et donc on se propose de les acheter. Christophe. Merci, Président. Donc, la communauté d'agglomération loue actuellement des locaux au siège situé à la tour Est, à Bergerac. Il est proposé de procéder à l'acquisition de ces bureaux et des locaux supplémentaires permettant d'améliorer l'accueil des élus, des agents et des administrés. Dans un même temps, l'accès principal au site est intégré à l'achat. Par courrier en date du 22 avril 2024, M. Daniel Mérigot, gérant de la SCI La Châtaigneraie et propriétaire des locaux, a donné son accord à la cession à la communauté d'agglomération de l'ensemble immobilier suivant. Vous avez toutes les parcelles qui sont listées. L'ensemble représente 8 742 m². De plus, la communauté d'agglomération achète la maison du gardien sans le local où il y a le transformateur HTA. La maison du gardien est à diviser en 2 volumes. Sa surface totale au sol est de 203 m². Le local transformateur HTA représente 36 m² au sol. La division en volumes se décompose comme suit. Volume 1 cab, maison du gardien sans le local transformateur HTA représentant 167 m² au sol. Le volume 2 SCI La Châtaigneraie, avec le local du transformateur, représente 36 m² en rez-de-chaussée uniquement. M. Mérigot a donné son accord à cette vente pour un montant de 700 000 € conforme à l'avis actualisé des domaines. Donc, il est donc proposé aux membres du Conseil communautaire ce soir d'approuver cette acquisition, d'approuver la division en volume de la maison du gardien au niveau du poste du transformateur et autoriser le président à signer l'acte notaire correspondant. Merci Christophe. Pour vous préciser un petit peu les raisons de cette volonté d'acquérir, aujourd'hui on est locataire de 6 700 m², donc 2 000 m² de moins, et nous payons 53 800 € par an de loyer. Donc si vous faites le calcul avec une acquisition amortissable sur 15 ans, ça nous fera un loyer pour 2 000 m² de plus de 46 600 €. Je pense que l'opération se justifie aisément. Donc ça nous permettra aussi de réfléchir à restructurer éventuellement les services de la communauté. Mais enfin, en tout cas, ça nous permet déjà de faire une économie de 7 à 8 000 € par an, tout en étant propriétaire. Voilà. Y a-t-il des questions sur ce dossier? Il n'y en a pas. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Écoutez, merci pour cette unanimité. Pour clôturer notre conseil communautaire de ce soir, il me reste à vous remercier et vous souhaiter bonne semaine. Oui, Georges, tu voulais dire quelque chose? Oui, alors, sous forme de conclusion peut-être, mais par rapport à un témoignage. Donc tout à l'heure, on a passé les fonds de concours qui étaient attribués aux communes. On a évoqué notamment celui qui était attribué pour la commune de Bougnac pour le projet de groupe scolaire. Ce projet-là, qui est mené avec aussi le partenariat de la commune de Colombier et la commune de Ribagnac, sur lequel on s'est lancé sur ce projet qui représente effectivement quelque chose d'assez gros pour la taille de la commune financièrement, et sur lequel donc on s'est lancé sur ce projet à partir de 2021 et actuellement, comme on vient de voir, il est en cours de réalisation, mais il manque encore une étape et elle ne sera pas terminée avant la fin de la mandature.
D'où l'importance, effectivement, de pouvoir anticiper, notamment sur les financements, et c'était le cas pour nous, puisque les financements, au moment où on les a sollicités, ces financements-là, c'était, on va dire, pas trop tard, mais déjà beaucoup de choses étaient en jeu au niveau territoire, et nous, le territoire communal et le territoire de du groupement du RPI que l'on avait précédemment, puisqu'on vient de le concentrer, ne nous a pas permis de l'anticiper en amont de cette réalisation, plus en amont que, on va dire, les 2021. 2021, ça fait loin, mais en même temps, c'est court, puisque les choses ne sont pas terminées. Alors, c'est pour refaire un petit lien, non pas pour insister dessus, mais sur le projet de territoire. Sur l'importance, effectivement, puisqu'on peut faire le parallèle avec ce type de projet-là, sur lequel on a eu à discuter ce soir, et l'importance qu'il y a vis-à-vis des financeurs partenaires. Moi, c'est un des points que je relève essentiel. Les financeurs partenaires ont besoin, effectivement, pour mobiliser ces enveloppes et pour venir en aide aux projets que l'on peut mener sur le territoire, à ce qu'ils soient sollicités très en amont. Et la validation d'un projet tel qu'il est présenté ce soir permet justement, vis-à-vis de ces financeurs, de pouvoir les anticiper au niveau des financements, au niveau des préparations de ces enveloppes destinées à financer ces projets. Je voulais faire le lien avec le projet communautaire, le projet territoire de la CAB, par le biais de notre projet scolaire, et en même temps en profiter pour remercier la communauté d'agglomération pour sa participation sans faille au niveau de ce projet, et qui vient réellement nous aider sur le territoire. C'est un besoin que l'on a, on a besoin de le finaliser. Et c'est vrai que dans les partenaires qui n'ont pas faibli, la communauté d'agglomération est bien présente dans ce projet-là, et on la remercie. C'était aussi un moment pour remercier cette action-là, au nom d'ailleurs des communes qui participent, puisque c'est un projet pour nous de territoire, puisqu'on l'a sur Colombier et Ribagnac, qui se sont associés aussi à cette réalisation. Merci Georges de cette belle conclusion. Bonne fin de soirée à toutes et à tous. Merci beaucoup.